Le président Tô Lâm reçoit le vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Vietnam continue d'être une destination d'investissement préférée en Asie du Sud-Est. 70% des capitaux sont versés dans l'industrie manufacturière. Depuis une semaine, de nombreuses communes en banlieue de Hanoï sont inondées suite à de fortes pluies. L'évacuation des habitants est difficile. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Tô Lâm a reçu ce mardi à Hanoï Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Tô Lâm a souligné l'importance majeure de l'Union européenne pour le Vietnam, insistant sur la nécessité de mettre en œuvre efficacement l'accord de partenariat et de coopération globale ainsi que l'accord de libre-échange EVFTA. Le chef de l'État a aussi proposé la levée rapide du carton jaune imposé sur les exportations de produits halieutiques vietnamiens. De son côté, Joseph Borrell a affirmé que la Commission européenne considérait le Vietnam comme son partenaire de premier rang dans la région. Concernant les questions internationales, les deux parties ont réitéré leur soutien à la préservation de la sécurité, à la sûreté et à la liberté de navigation et de survol, ainsi qu'au règlement pacifique et conforme au droit international des litiges dans cette zone. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a quitté Hanoï cet après-midi pour effectuer une visite d'État en Inde du 30 juillet au 1er août sur invitation du Premier ministre indien Narendra Modi. Cette visite importante vise à intensifier davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans de multiples domaines. Et avant de partir pour l'Inde, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mardi matin à Hanoï une réunion visant à préparer l'entrée en vigueur des lois et résolutions récemment adoptées par l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a rappelé que le perfectionnement des institutions fait partie des 3 percées stratégiques recommandées par le parti, un élément essentiel pour stimuler et pérenniser le développement socio-économique national. Selon le Premier ministre, il est important de réviser continuellement les lois pour les adapter en temps utile. Mais il est aussi très important d'améliorer la communication sur les lois auprès de la population. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, le 30 juillet. Cette journée est également marquée au Vietnam comme la journée nationale de la lutte contre la traite des êtres humains. À cette occasion, le ministère de la Sécurité publique, l'Union des femmes vietnamiennes et le Comité populaire de la province de Lao Cai ont organisé une cérémonie de sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres humains. Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a mis en avant la protection des enfants et des personnes vulnérables, affirmant que le Vietnam est déterminé à repousser la criminalité liée à la traite des êtres humains. Le gouvernement a notamment promulgué un programme spécifique pour la période 2021-2025 avec une vision pour 2030 définissant 9 mesures principales pour éradiquer le trafic d'êtres humains. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des 7 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré plus de 18 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une augmentation de près de 11% en glissement annuel. Parmi eux, l'industrie manufacturière est attirée plus de 70% des capitaux enregistrés. Les investisseurs étrangers considèrent le Vietnam comme une destination de prédilection en Asie du Sud-Est et continuent d'étendre leurs activités de production au Vietnam. Il s'agit de la première usine au Vietnam de cette entreprise taïwanaise de Chine. Les changements dans la réforme des procédures administratives et un environnement favorable aux affaires et aux investissements sont les facteurs qui l'incitent à rester longtemps au Vietnam.
Le Vietnam est le meilleur environnement d'investissement en Asie du Sud-Est. Le gouvernement vietnamien nous soutient grandement dans la résolution des problèmes pendant le processus de construction du projet. L'année prochaine, nous construirons 2 nouvelles usines. Quant à cette entreprise, le nombre de ses projets réalisés au cours des 6 premiers mois de cette année a doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Les projets que nous recevons ont augmenté de 60%. Nous devons recruter 300 ingénieurs supplémentaires d'ici la fin de l'année pour superviser les projets d'usine. Une situation géographique favorable, des mécanismes d'incitation et des ressources humaines bien formées sont 3 des nombreux facteurs qui poussent les investisseurs étrangers à décider d'investir durablement au Vietnam. Les entreprises sont très intéressées par les ingénieurs industriels, c'est-à-dire les ingénieurs capables d'optimiser les processus de production pour apporter une plus grande efficacité. Et le poste SQE, ce sont les ingénieurs en charge de la gestion de la qualité des fournisseurs. Parallèlement à l'augmentation des capitaux et à l'augmentation de l'échelle de production, les investisseurs étrangers se concentrent sur la construction d'usines et de lignes de production vertes pour réduire les émissions afin de répondre aux exigences d'investissement local et pour respecter des normes d'exportation vers l'Europe et les États-Unis. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours de ces derniers mois, les investisseurs étrangers ont investi dans 88 provinces et villes du pays. La province de Bắc Ninh est en tête pour attirer les investissements avec un capital d'investissement total enregistré de près de 3,2 milliards de dollars, suivi par la province de Quảng Ninh et Ho Chi Minh Ville. Ces dernières années, les investissements chinois au Vietnam ont montré une forte tendance à la hausse. En 2023, la Chine a été le 4e plus grand investisseur étranger au Vietnam. Les projets de capitaux chinoises sont de plus grande envergure et couvrent de nombreux secteurs différents. Cela est considéré comme une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de pénétrer plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis de nombreuses années, cette entreprise mécanique fournit des pièces détachées aux entreprises européennes et américaines. Maintenant, 10% de sa production est destinée aux entreprises chinoises implantées au Vietnam. Ce pourcentage augmentera rapidement au fur et à mesure des flux de capitaux d'IDE chinois vers le Vietnam. Les entreprises chinoises possèdent un large réseau d'approvisionnement. Investissant au Vietnam, elles offrent ainsi des opportunités d'expansion du marché pour les entreprises vietnamiennes, surtout les entreprises auxiliaires. Selon l'Association des industries de soutien du Vietnam, l'actuelle vague d'investissement en provenance de Chine apporte des opportunités aux entreprises de soutien vietnamiennes, leur permettant de participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les entreprises d'IDE en général et les entreprises chinoises en particulier souhaitent coopérer avec les entreprises vietnamiennes pour produire et exporter davantage vers les marchés internationaux. Par exemple, pour le marché américain, il est nécessaire d'avoir un taux de localisation de 30% pour bénéficier des taxes préférentielles. C'est une grande opportunité à saisir pour les entreprises auxiliaires vietnamiennes. Notre objectif est que tous les composants nécessaires soient achetés au Vietnam sans importation. Sinon, nous ne pouvons pas garantir les délais ni la qualité des produits. Cependant, pour profiter de ces opportunités, les experts estiment que les entreprises vietnamiennes doivent être suffisamment fortes et bénéficier d'un soutien plus efficace de l'État. Si les entreprises ne sont pas suffisamment fortes, elles ne peuvent pas approvisionner les entreprises d'IDE. Il est donc nécessaire de disposer de cadres juridiques plus standardisés et plus macroéconomiques. Au cours des 6 premiers mois de cette année, la Chine est restée en tête en termes de nouveaux projets d'investissement, représentant plus de 29% du total de projets d'IDE au Vietnam. Cette tendance offre davantage d'opportunités d'intégration internationale aux entreprises vietnamiennes. Le commerce électronique du Vietnam pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars vers la fin de cette année. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, chaque jour, les consommateurs vietnamiens dépensent environ 800 milliards de dong sur 5 plateformes de commerce électronique, Shopee, Lazada, Tiki, Sendor et TikTok Shop.
Les ventes totales de ces 5 plateformes au cours du dernier semestre ont connu une augmentation de près de 55% en glissement annuel contre 7,4% pour le secteur de la vente au détail. Face à la hausse des coûts de production, la promotion du commerce et le commerce en ligne, les live streams sont des directions privilégiées. Et voyons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Lundi soir vers 22h10, un grave accident s'est produit dans une mine de charbon de la société du charbon Hon Gai province de Quảng Ninh. 5 ouvriers ont trouvé la mort suite à l'effondrement soudain du charbon et de la roche dans la mine. Il s'agit du 8e accident survenu dans les unités membres du groupe du charbon et des minéraux du Vietnam. Depuis le début de l'année, portant à 17 le nombre total de morts dans les accidents miniers à Quảng Ninh. À la nouvelle de cet accident, le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé une dépêche ordonnant aux autorités compétentes de venir en aide aux familles de victimes, de surmonter les conséquences, de garantir la sécurité absolue pour les travailleurs et de prévenir rapidement les accidents similaires. Depuis plus d'une semaine, plusieurs communes dans les districts de Chương My et de Quốc Oai en banlieue de Hanoï ont les pieds dans l'eau suite à de fortes pluies dues à la tempête numéro 2. Les inondations ont gravement endommagé la superficie agricole et rendu très difficile la vie des habitants. L'évacuation des ménages est difficile pour plusieurs raisons. Tout de suite, état des lieux. Cette famille a vécu avec les eaux de crue depuis une semaine. Ces 2 barils d'eau de pluie constituent la seule source d'eau propre pour le quotidien de la famille. Pour garantir l'hygiène de l'eau et prévenir les épidémies, des sachets de solutions ont été utilisés. Notre famille compte des personnes âgées. L'évacuation des biens est impossible. Alors comment pourrions-nous partir? Notre plus grande préoccupation est l'hygiène de l'eau. Ces derniers jours, suite à la montée des eaux, nous avons distribué des sachets de solutions chlorées à chaque famille afin d'assainir l'eau. Au cours des 15 dernières années, de nombreuses communes des districts de Chương My et Quốc Oai, situées en aval de la rivière Bui, ont été inondées 4 fois. Les habitants sont déjà habitués à vivre avec les eaux. Le fait qu'ils refusent de déménager exerce une pression sur les autorités locales. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, car les inondations durent depuis près d'une semaine et pourraient même s'aggraver s'il continue de pleuvoir dans les jours à venir. Nous manquons cruellement d'eau potable. Dans cette zone, la fréquence des inondations et des pluies extrêmes a augmenté. Le comité du parti de la ville et la municipalité de Hanoï a élaboré une stratégie globale pour résoudre ce problème d'inondation, dont le règlement des violations des 2 côtés du fleuve Bui. À présent, 700 ménages dans les communes inondées ont été évacués. Selon les autorités locales, il faudra au moins 2 semaines pour que les eaux se retirent complètement, à condition qu'il n'y ait plus de fortes pluies. Le camp d'été du Vietnam 2024 s'est clôturé lundi après 2 semaines de riches activités. Durant ces parcours significatifs, les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont apporté leur soutien aux personnes dans le besoin, démontrant ainsi la tradition de gentillesse et de compassion du peuple vietnamien. Je suis très émue de rencontrer les orphelins d'ici, qui manquent de l'amour de leurs parents. Bien que je ne puisse pas parler vietnamien, j'utilise toujours le langage corporel pour me connecter avec eux, en particulier avec les personnes non verbales ou malentendantes.
Comme Maria, de nombreux jeunes Vietnamiens vivant à l'étranger ont été touchés par les vies en difficulté qu'ils ont rencontrées en faisant du travail caritatif dans différentes provinces et villes du Vietnam. Je suis profondément attristée par les personnes sans famille. Je souhaite m'engager dans davantage d'activités caritatives pour les aider. Je trouve également de la joie à voir des sourires sur leur visage et à faire une différence positive dans leur vie. Le montant que j'ai donné n'est peut-être pas très élevé, mais j'espère que cela pourra faire une certaine différence dans leur vie. Même si cela n'apportera pas de changement majeur, je pense que cela pourrait les aider à trouver un peu de bonheur et à améliorer leur bien-être. Où qu'ils soient, les jeunes Vietnamiens vivant à l'étranger s'efforcent constamment de soutenir la communauté vietnamienne, que ce soit dans leur pays d'accueil ou dans leur pays d'origine. Depuis mon enfance, j'ai fait du bénévolat avec ma mère au Vietnam. Je donne l'argent que je gagne grâce au concours de musique aux enfants dans le besoin. Je soutiens souvent les étudiants pauvres et les orphelins au Laos. C'est la 3e ou la 4e fois que je m'engage dans un travail caritatif au Vietnam. De tels efforts me permettent de redonner à mon pays d'origine. Dans le cadre du camp d'été du Vietnam 2024, les jeunes Vietnamiens d'outre-mer ont fait don d'environ 200 millions de dong pour soutenir les personnes défavorisées dans 5 provinces et villes du pays. Quel que soit le montant du don, leur objectif principal était d'aider les personnes dans le besoin en apportant joie et réconfort à travers des conversations et des interactions avec ces personnes. Hanoï possède de nombreuses caractéristiques culturelles uniques qui n'ont pas encore été découvertes. Et contrairement à l'agitation de la rue, il y a encore des beautés cachées au fond des petites ruelles. Les petits restaurants dans le vieux quartier sont une caractéristique de Hanoï que peu d'endroits possèdent. Et tout de suite, une visite guidée. Ce restaurant feu caché dans une ruelle de la rue Hang Chung existe depuis plus de 20 ans. L'entrée du restaurant ne fait que moins d'1 mètre de large. Au 2e étage, le propriétaire profite de l'espace habitable de sa maison de seulement 10 mètres carrés pour servir les convives. La plupart des invités sont des Vietnamiens du vieux quartier. C'est également devenu une destination appréciée des touristes étrangers lorsqu'ils viennent à Hanoï. Nous avons découvert ce restaurant sur les réseaux sociaux. Les blogueurs culinaires parcourent le monde et présentent différents restaurants. Au début, nous ne savions pas par où entrer. L'allée est très petite, c'est une expérience inoubliable. Ce restaurant ne vend que du feu au bœuf. Le bouillon est très bien cuit. Les saveurs sont simples et l'espace est petit mais propre. Ce restaurant a les caractéristiques du vieux Hanoï. C'est l'allée pour entrer dans le café situé au 2e étage de la rue Dinh Tiên Hoàng, surplombant le lac Hoàn Kiếm. Depuis la fin des années 1980, ce petit café est devenu une destination pour de nombreuses générations d'étudiants de Hanoï. Avec plus de 20 mètres carrés, l'espace du café revêt les couleurs du temps et de la rusticité d'un vieux Hanoï. L'entrée est très petite et pas facile à trouver. Cet endroit est très ancien et traditionnel. Je l'adore. Mes grands-parents vivaient ici avant 1946. L'espace, la structure de la maison et les meubles sont toujours conservés. Préserver la vieille maison d'origine est également la manière dont le propriétaire souhaite que les visiteurs puissent encore vivre et se souvenir d'une période de l'histoire de Hanoï. La province de Bình Định au centre méridional est une terre d'arts martiaux. Elle est connue pour le chapeau conique destiné autrefois aux mandarins et aux dignitaires lorsqu'ils montaient à cheval. Le nón ngựa Phú Gia était étroitement associé à l'image du roi Quang Trung et de ses troupes.
Aujourd'hui, le chapeau conique Fusa n'est plus seulement un objet pour protéger de la pluie et du soleil, mais aussi un symbole de la ténacité, de la persévérance et des mains talentueuses des artisans locaux. La province de Bình Định séduit les visiteurs par ses paysages pittoresques, les tours charmes séculaires, les chants tuồng et choi, les performances d'arts martiaux, mais aussi par ses nombreux villages d'artisanat traditionnels. Situé à 35 km de la ville de Quy Nhơn, le village de Phú Gia, dans le district de Phú Cát, province de Bình Định, est réputé pour ses chapeaux coniques. Ce métier date depuis plus de 300 ans, faisant de Phú Gia l'un des villages d'artisanat les plus anciens de Bình Định. Si la ville de Huế est connue pour le nón bài thơ, chapeau conique poétique représentant la fragilité et la douceur des femmes, le chapeau de Phú Gia symbolise le courage et l'esprit martial des hommes. Si le chapeau est trop fragile et léger, il volera. Le courage, la force et la puissance sont ce que l'on ressent en observant un chapeau conique de Phú Gia. Les animaux sacrés, les guerriers, les combattants sont les motifs principaux qui démontrent l'âme de la province martiale de Bình Định. Les nón ont des calottes en argent ou en cuivre sculptées d'images de dragons, de licornes, de tortues et de phénix, le symbole du courage et de la force. La famille de l'artisan Đỗ Văn Lan se consacre à la fabrication des chapeaux coniques de cheval depuis plusieurs générations. Avant 1975, tous les ménages du village de Phú Gia fabriquaient des chapeaux coniques. À cette époque, ces nons-là se vendaient très bien parce que tout le monde, hommes et femmes, portait ce type de chapeau. Nos produits étaient transportés et vendus dans plusieurs localités du centre et du sud. En particulier à Bình Định, si les gens allaient au marché, le nón était indispensable. Aujourd'hui, la plupart des clients ont de 50 à 60 ans. Un áo dài traditionnel va de pair avec un chapeau conique. La confection de chapeaux coniques comprend plusieurs étapes, exigeant habileté, assiduité et créativité. Chaque produit est le fruit des efforts méticuleux, des matériels diversifiés et des heures de concentration. Pour fabriquer un nón, on utilise des feuilles de latanier et des fils extraits de feuilles d'ananas. La sélection, le séchage et le lissage des feuilles doivent se réaliser soigneusement. Une armature se compose normalement de 16 sexos. Enfin, vient l'étape de mettre les feuilles sur l'armature de façon adroite avant de les coudre de sorte que le chapeau soit solide. Chaque membre de la famille s'occupe d'une étape spécifique de la fabrication. Dans notre village, nous faisons ce que nos parents et grands-parents faisaient. Ce sont eux qui nous ont transmis ce métier. C'est un peu fatigant, mais on s'y habitue et on aime ce travail de plus en plus. Il faut environ 500 petites pièces pour couvrir un chapeau. Chaque pièce mesure 0,6 cm. Les feuilles sont disposées les unes sur les autres, de sorte que les bords des feuilles suivent la même ligne. La fabrication d'un chapeau comprend au moins 10 étapes. L'artisan doit être minutieux et hautement concentré. Fruit de l'enthousiasme, de la minutie et du savoir-faire des artisans, chaque chapeau de cheval a une durabilité de 150 à 200 ans. De nombreux chapeaux datant d'il y a 200 ans sont encore conservés dans le village de Phú Gia.
Chaque famille d'artisans comme Mousselan garde au moins une paire de chapeaux de cheval comme souvenir. Ma famille garde encore un chapeau ancien, laissé par mon arrière-grand-père. Ce chapeau a plus de 120 ans. Nous le mettons sur l'autel pour vénérer les ancêtres. Il y a 1 ou 2 ans, le musée de Bình Định est venu demander l'autorisation pour exposer ce chapeau antique au musée. Mais nous avons refusé de le faire. Nous ne le vendons pas, quel que soit le prix. C'est un objet précieux de notre famille. Actuellement, le village de Phu Gia a été reconnu comme village artisanal traditionnel typique du Vietnam. Les chapeaux de Bình Định ont non seulement de grandes valeurs esthétiques et patrimoniales, mais sont également l'un des produits typiques de la culture costumée de Bình Định. Ce n'est pas simplement un couvre-chef pour protéger les gens du soleil et de la pluie, mais également une cristallisation du travail acharné, de la créativité et de l'ingéniosité des artisans. Le chapeau est préservé de génération en génération comme une identité culturelle de cette terre martiale. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain.